et nous voici avec Michel Ladet. Bonjour Michel. Bonjour. Peux-tu, même si les habitués te connaissent déjà, te représenter succinctement, dire qui tu es, Michel? Alors moi je suis le boomer de l'IFOP, en tout cas celui de Sosovision, donc le plus âgé, que Sosovision que je ne peux pas présenter, qui est une entité orientée prospective et sociologie. On ne travaille pas sur l'opinion, on travaille sur ce qui ne se dit pas, c'est-à-dire ce que pensent les gens dans la tête, ce qu'ils vivent, leurs émotions, leurs feelings, etc. On essaie de leur poser des questions là-dessus. Mais notre parti pris, c'est de dire que les mots, ils ne les ont pas pour ce qu'ils vivent. Donc c'est toujours notre défi à nous d'essayer de savoir ce qui se passe dans les têtes. C'est bien, on ne se marche pas dessus, hein, c'est complémentaire. Non, on ne se marche pas dessus, on est complémentaires, voilà. Et je suis donc vice-président de Sosovision et je suis le directeur scientifique, c'est un bien grand mot, puisque ce n'est pas vraiment de la science que nous faisons, nous sommes des artisans en Sosovision. C'est bien dit. Voilà, nous des alchimistes, selon qu'on est plus ou moins prétentieux. Et donc on pose des questions, on fait des sondages, comme vous, mais toujours avec l'idée que notre question n'est pas bonne et que derrière notre question, on essaie de creuser en fait ce que les gens auraient voulu qu'on leur pose comme question. Et sur le genre, c'est sacrément compliqué. Donc on est ici un work in progress. Hein. C'est notre chantier, je dirais. On a décidé, on va faire un chantier genre. Et on est un peu forcé, je veux dire, le dos au mur, parce que parmi nos gros clients, on a les gens du secteur beauté et cosmétique. Et dans ce secteur, effectivement, la première question qu'on vous pose, il y a la ligne pour hommes, il y a la ligne pour femmes. Et puis on va faire des marques pour les femmes, des marques pour les hommes, et puis bien sûr, le maquillage, le truc, les produits de soins, tout ce monde-là. Avec des emballages bien roses et des emballages bien noirs. Exactement, oui, des bien noirs, voilà, ou du titane d'un côté, et puis de l'autre, de l'orchidée impériale. Voilà, donc on est dans un monde très genré, et ce monde-là qui pèse beaucoup, hein, c'est quand même un monde qui pèse beaucoup dans l'économie française, dans ses exportations, et dans le CAC 40, qui sont nos gros clients, ainsi que des clients américains aussi dans le même registre. Pour eux, c'est une question vitale de savoir comment aborder ce mélange des genres, entre guillemets, qui peuvent très bien travailler comme étant quelque chose qui va leur donner de nouvelles possibilités, ou au contraire quelque chose qui va les faire redescendre. Puisque quand on supprime le genre dans la beauté, ça s'appelle l'hygiène. Et ça se vend 4 fois moins cher, donc ça ne le fait pas. Ça le fait pas. Maintenant, on prend toujours mon regard sur la beauté. J'ai parlé de... Il faut bien voir qu'une des plus grandes entreprises de beauté dans le monde, qui s'appelle le groupe Coty, un de nos clients d'ailleurs, comme le premier champion français aussi l'est, eh bien, est dirigé avec une présidente qui était encore directeur marketing des concurrents de Coty il y a quelques années, qui est une personne transgenre et très militante de la défense de cette personnalité. Elle dirige la deuxième ou troisième plus grande entité qui définit les normes de beauté dans le monde, mais aussi de ce qu'est la féminité, la masculinité et tous les petits ingrédients et autres parfums que nous utilisons pour booster tout ça. Sur ce registre du genre, la France est un peu en retrait, comme honnêtement tous les pays latins. L'Italie, l'Espagne, etc. Nous sommes assez timides là-dessus, alors que nous avons été plutôt leaders sur l'émancipation des femmes. C'est-à-dire, si on regarde un petit peu l'histoire en un mot, on a eu toute une phase où chaque genre, séparément, a cherché à dépasser ces limites qui lui étaient imposées par la société. Alors les femmes en premier, l'émancipation, l'histoire de l'avortement, etc., mais aussi tout ce qui est le thème de l'empowerment, et voilà, et de la notion de force. Il suffit de voir dans la musique, dans le hip-hop, etc. Mais que la force n'est pas un attribut masculin. Exactement, donc, les femmes se sont appropriées, et même aujourd'hui, il faut apparaître les hommes comme faibles, hein, quand on regarde l'expression des femmes dans les réseaux sociaux, dans la musique, etc. C'est l'homme qui doit prouver qu'il est fort maintenant. La faiblesse a changé de camp. Oui, on parlait de sexe faible, voilà. N'est pas forcément, voilà. Ça désigne plus forcément celui qu'on croit. Voilà. Et les Trumpiens disent que la peur aussi a changé de camp. Et on a vu ce mouvement, et les hommes, eux, leur émancipation est plus récente, elle est sur l'expression des émotions. Et là encore, je prends le foot comme exemple, parce que là, on est sur quelque chose qui a commencé déjà il y a 10 ans pour les hommes, qui est l'émancipation de la part, entre guillemets, féminine de l'homme, mais qui était de la dimension émotionnelle. Giroud et Mbappé, leur embrassade. Ouais. Quand on regarde les commentaires réseaux sociaux, on voit que globalement et au niveau international, c'est un plébiscite. Les détournements ont été gentils, etc. et tout. Et il n'y a pas d'insinuation sur des dimensions d'orientation sexuelle.
elles étaient effectivement sur le fait qu'une expression d'émotion à ce niveau de compétition et entre deux personnes qui n'ont rien à prouver, etc., ni sur la masculinité, ni sur leur force, etc., était quelque chose d'extrêmement fort. Et là, c'est une dimension qui montre qu'on a passé un cap du côté de l'émancipation des hommes, de l'expression de l'émotion, notamment dans cette dimension du sport. Toujours dans la dimension du sport, on a pu voir également comment le sport a embrassé la défense du mouvement LGBTQ+, dans lequel, effectivement, la transidentité en fait partie, mais plus globalement, des formes non standards de masculinité ont été portées par des équipes entières, par des capitaines. Là aussi, la France n'a pas vraiment été à la tête pour ça, par contre. C'est d'autres pays dans lesquels les choses sont allées plus loin et la fédération a été même mise en défaut par rapport aux joueurs. Mais on voit que dans ce domaine-là du sport très genré, surtout du foot, on a des choses qui ont évolué. Donc les hommes se sont émancipés sur le champ émotionnel et nos résultats nous montrent d'ailleurs que c'est surtout la génération Y, la génération de ma génération n'a pas bougé là-dessus. Il n'y a que 20% qui est émancipé. Et les autres pleurent toujours en cachette. Mais la génération Y, c'est elle vraiment aujourd'hui qui a embrassé ça. La génération Z embrasse un registre de plus qui est de dire non seulement le genre que l'on a assigné à la naissance, on veut qu'il soit capable de tout faire, qu'il soit émancipé, que tout soit unlocké, comme on dit dans les jeux vidéo, qu'on a unlocké tous les niveaux possibles et qu'on n'a pas des plafonds de verre ou des niveaux inaccessibles, mais on veut pouvoir passer de l'autre côté de la barrière ou en tout cas expérimenter avec d'autres aspects du genre. Donc celle-là, c'est la Gen Z, qui est pour le côté non pas transidentité comme étant un soutien idéologique en disant par principe je rejette le genre, mais c'est l'idée qu'on ne veut pas être défini par son genre. Auparavant, on ne voulait pas être limité par son genre, ça c'est la Gen Y. La Gen Z, c'est je ne veux pas être défini par mon genre, alors que je sois non-binaire, que je sois intersexe, etc. Alors parfois, il y a des zones grises entre orientation sexuelle et genre. Là, il y a des zones mouvantes, c'est pour ça que d'ailleurs dans LGBTQ+, etc., il y a différents sous-conflits. Mais on est cette idée, je ne veux pas être défini par mon genre, et dès qu'on pose l'option, elle recueille un grand sentiment dans la Gen Z. Évidemment, quand dans la Gen Z, il y a une jeunesse aujourd'hui qui a besoin d'exprimer sa différence par rapport aux grands frères, aux grandes sœurs, ou aux anciennes générations. Et auparavant, la rébellion, c'est de dire je refuse la place qui m'est assignée dans la société par les autorités. Donc on se disait rebelle. Là, on dit je refuse la place qui m'est assignée à la société en raison de mon genre. Donc délibérément, je vais me dire gender fluide ou je vais me dire trans. Notamment, on a des chiffres qui donnent jusqu'à 15% de la Gen Z qui dit je pourrais être trans si je voulais. Mais nos chiffres, quand on va en profondeur, nous disent l'idée de pouvoir changer de genre et de considérer que c'est un choix qui fait partie de nos libertés fondamentales, quasiment les droits de l'homme et de la femme, les droits de la personne, on devrait dire. Donc je rappelle d'ailleurs que les droits de l'homme et de la femme, c'est donc obsolète, c'est le droit de la personne qu'on devrait avoir. Donc pour les nouveaux droits de la personne, le genre est un choix, ce n'est pas un construit de la société, etc., c'est un choix. De la même façon que l'on a le choix aujourd'hui du métier que l'on veut faire, du choix du partenaire qu'on veut avoir et de l'orientation sexuelle que l'on choisit. Donc c'est un choix et c'est la Gen Z qui veut définir le genre comme un choix et pas comme un donné, comme quelque chose. Donc il ne faut pas se faire des grandes peurs ou des grandes espérances sur des Gen Z qui nous disent massivement, notamment aux États-Unis, en Angleterre, qui veulent changer de genre. C'est tout simplement une façon de nous dire arrêtez même de nous bassiner avec le genre, on veut tout simplement choisir comment on veut être en société. Et la preuve année, c'est que la plupart d'entre eux, lorsqu'ils sont gamers, ont déjà joué avec un alias féminin, parce que parfois c'est la meilleure façon de gagner. Tout simplement. Bah, c'est vrai que ça j'ai envie de dire, moi je réagis en tant que béotien à tes propos, mais est-ce que finalement le sujet de cette thématique du genre, pour une grande partie de ceux qui le portent, c'est que le genre est un non-sujet. Exactement. Le vrai sujet, c'est l'identité. C'est-à-dire que je parlais toujours avec la problématique de l'émancipation, et là on rejoint des logiques d'opinion, c'est-à-dire les époques de la contestation, l'époque de remise en cause des autorités, des élites, etc. Dans ces époques-là, ce n'était pas l'identité qui était le sujet, c'était le projet. C'était défendre un projet de société ou une vision de la société contre d'autres visions. Nous avons eu ensuite la phase d'individuation massive de la société.
l'individu est devenu la norme. Et quand l'individu est la norme, on s'aperçoit que soit l'individu peut se projeter dans son propre futur, donc dans les époques qui ne sont plus la nôtre. Il y avait des futurs radieux, ou en tout cas, même quand ils n'étaient pas radieux, on nous promettait qu'il y avait une option pour le rendre radieux, qui s'appelait le marxisme, ou l'écologie des années 80, qui était, je dirais, utopiste. Aujourd'hui, nous voyons qu'on est dans l'époque des dystopies. Dès que vous faites une dystopie, ça marche sur Netflix. Bizarrement. Voilà, ça le fait bien. Et même au niveau politique, dès qu'on présente une vision dystopique pour 2030, c'est sûr d'être élu. Donc, nous sommes dans une période dystopique et donc nous avons un petit peu la difficulté à nous définir par le projet. Donc, on se définit par l'identité. La chose finalement dont on est le plus sûr, en fait. Alors justement, mais comme on est moderne, on veut la choisir. Donc, on veut choisir l'héritage dont on est fier. Alors, parfois, on va la chercher chez le grand-père ou la grand-mère, et pas chez les parents. Parfois, on va la chercher dans l'autre culture dans laquelle on est issu, même si on n'en connaît pas la langue, etc. Donc, on veut choisir son héritage, dont on est porteur, et on veut choisir son genre. Cette liberté qu'on veut assumer, et c'est pour ça, ce n'est pas un repli sur l'identité-là, c'est tout simplement de se reconstruire à partir de choix qui sont faits. Alors, bien sûr, comme on ne sait pas quel héritage choisir, à l'adolescence, on peut peut-être choisir un héritage qui va être près de quelque chose, et puis 3 ans plus tard, passer de l'autre côté. Un peu comme effectivement on a la phase boucle d'oreille ou piercing à un certain moment, et puis qu'après on passe au laser pour virer tout ça. Donc ce qui serait l'erreur d'ailleurs aujourd'hui, c'est de de donner trop d'importance aux expérimentations qui ont lieu notamment à l'adolescence, dans le rapport au genre. Et je rappelle justement ces piercings et ces tatouages, etc., qui ont été si importants à l'âge de 14 ans ou de 15 ans qu'on a fait faire en cachette et que l'on veut effacer simplement 5 ans après, et de manière tout à fait légitime pour d'autres choses, pour se faire tatouer la tête d'une autre façon. Aujourd'hui, lorsqu'on lit effectivement aux États-Unis qu'à 13 ans ou à 10 ans, des enfants veulent changer de genre, les psychiatres annoncent qu'il s'agit tout simplement d'une phase dans laquelle on cherche à se construire et on expérimente des façons d'être. Et c'est évident que si dans son entourage on voit que des super-héros masculins dans Marvel ou dans DC, on voudra, si on est une petite fille, devenir un petit garçon. Les études le montrent. Ou si sur Instagram on voit que finalement celles qui ont plus de likes sont des jeunes femmes, mais le petit garçon voudra être aussi la jeune femme. Cela est montré comme auparavant, évidemment, on voulait imiter le papa parce qu'il avait plus de pouvoir que la maman. Et ainsi de suite, et qu'on avait des filles garçons manqués pendant une certaine période de leur vie et qui inversaient après. Donc il ne faut pas surévaluer que dans la jeunesse, les plus jeunes, il y ait un désir de changer radicalement de genre ou de remettre en cause tous les genres, et les parents à ce niveau-là aujourd'hui, on les invite à laisser faire les expérimentations, mais à ne pas les rendre irréversibles. Les traitements hormonaux, les trucs comme ça, dès l'âge de 12 ans, qui commencent à apparaître. Les pays les plus avancés commencent, même aux États-Unis, même en Californie, à peut-être les interdire à un certain âge, parce qu'après ça devient irréversible. Oui. Et l'adolescence, je veux dire, c'est comme si le tatouage, on ne pouvait plus l'enlever. Oui, il y aurait des sacrés regrets. C'est enlever la liberté. Ouais. C'est cette liberté que l'on donne d'expérimenter avec le genre, qui est équivalente aujourd'hui à la liberté qu'on donnait à expérimenter avec l'orientation sexuelle, il y a une quinzaine d'années. Aujourd'hui, elle est avec le genre. Il faut qu'elle reste réversible tant qu'elle est dans la partie de la jeunesse où on se construit. Et c'est cette phase d'expérimentation avec le genre, elle est l'une des phases d'expérimentation avec les identités, qui est celle des digital natives. Aujourd'hui, personne n'a, aujourd'hui, y compris nous, y compris des gens de ma génération, n'ont une seule identité digitale. On a tous, d'abord, la représentation que l'on a sur les réseaux sociaux, donc la mise en scène de soi à travers une sorte de entre guillemets, moins en mieux ou moins en différent. On avait déjà pu en parler d'ailleurs quand tu es venu nous parler des métavers. Et puis on voit bien qu'on a, quand on regardait maintenant les Gen Z, c'est très courant d'avoir un personnage féminin comme avatar dans certains réseaux sociaux ou d'autres, parce que c'est plus fun, parce que c'est une façon d'exprimer une autre facette de soi, plus rock'n'roll ou tout ce que l'on veut. Et pas simplement, ça ne dit pas forcément quelque chose de très profond sur soi. Mais l'expérimentation avec les avatars fait partie des choses qu'on expérimente dès l'âge de 7 ans maintenant, dès qu'on commence à envoyer des messages aux grands-parents à travers le réseau des grands-parents, c'est-à-dire Facebook, parce qu'évidemment sur TikTok, ils ne sont pas encore dessus. Et quand on voit sur TikTok, on s'aperçoit que cette expérimentation avec des représentations de soi très différentes,
On l'a par exemple par la fonction de cloning de TikTok. Celle que j'aurais voulu essayer d'utiliser ce soir, avec moi ici, et puis peut-être une autre facette de moi un peu plus féminine ou masculine, peu importe, en train de dialoguer. Énormément d'influenceurs aujourd'hui sur TikTok dialoguent avec leur double dans la vidéo. La fonction a été, et c'est la seule fonction qui technologiquement est une nouveauté par rapport à Instagram, etc. C'est très facile à faire. Vous filmez sur le canapé, et puis vous dialoguez avec votre double ou une personne différente de vous. Ben, ce dialogue avec une autre identité de vous, elle est naturelle dans la Gen Z. C'est pas moi le vrai et l'autre c'est le fake, les deux sont le vrai. C'est pas Dr Jekyll et Mr Hyde, les deux sont bons. Les deux sont deux facettes valables de moi, les deux communiquent en temps réel. Évidemment, parfois il y a des problèmes de synchronisation, notamment quand on est en couple, on ne sait plus avec qui on est et ou avec qui on communique, mais c'est ça la réalité. Donc cette société qui doit permettre cette expérimentation-là aujourd'hui, au niveau administratif, c'est pas encore prêt. Et même au niveau marketing, on vous dit les cartes de fidélité. On vous dit vous êtes un homme, et puis on considère que vous êtes forcément la personne qui a rentré les informations, etc. Vous avez une autre carte de fidélité qui a enregistré ce que vous avez fait sur Netflix ou aimé sur Netflix. L'IA va inférer une toute autre personne que ce que Intermarché aura inféré en fonction des pâtes et des crèmes que vous auriez achetées. Donc on voit déjà l'illusion qu'il y a dans le monde économique que le consommateur est unique, qu'on va chercher sa vérité, alors que sa réalité, c'est qu'il s'incarne, il l'expérimente, d'ailleurs, y compris avec la conso, avec différentes facettes de lui, y compris par ses cartes de fidélité, parce qu'on n'est pas la même personne quand on est chez Intermarché, ou quand, par exemple, on explore un nouveau magasin qui vient d'ouvrir et qui représente notre idéal. Je pense qu'on en a tous fait l'expérience, ça y est, ce mème, là je ne l'ai pas sous la main, mais où on peut être sur différents réseaux sociaux et on n'a pas le même avatar, on n'a pas la même façon d'interagir entre LinkedIn et TikTok. Il y a quand même. Et on n'a pas les mêmes amis. Voilà, et on n'a pas les mêmes amis. Et mais donc, on a déjà, je pense, il y a un certain nombre de générations qui ont intégré cette possibilité de compartimenter et d'être différents en fonction du canal. Mais là, avec ce que tu décris de la thématique du genre, c'est qu'on veut s'autoriser à déjà avoir plusieurs versions de soi, possibilités de soi, mais aussi à naviguer entre elles en toute liberté. Et c'est ça qui fait grandir. Alors pourquoi ça fait grandir? Parce que dans cette génération, alors ça c'est du Kaufman, pour faire référence à la formation des gens d'opinion, donc la mise en scène de soi, c'est l'idée que l'on grandit grâce au regard des autres, au jugement, on s'ajoute progressivement. Donc on a un avatar qui va un peu trop loin vers, je dirais, l'arrogance, et puis on se fait troller, et on en prend plein la tête, on se calme, et on se dit non, ça c'est pas moi finalement. Et on revient pas en arrière. Et puis ainsi de suite, sur des avatars considérés comme trop superficiels, à un moment où on peut avoir des drames familiaux, et on se prend finalement à passer moins de temps à faire des punchlines, et un peu plus à mettre dans la sobriété des éléments qui sont des émotions vraies. Donc on expérimente progressivement en fonction du regard des autres, des réactions, et c'est comme ça qu'on grandit. C'est pas simplement une mise en scène dans laquelle il y aurait le fake sur le web et le vrai dans la maison. Non, on construit progressivement sa vérité en se confrontant au regard que les autres nous remontent de nos avatars. Donc nos avatars, c'est une façon de ne pas trop souffrir lorsqu'on expérimente dans nos interactions avec les autres, puisqu'on peut l'effacer. On peut fermer un compte Instagram qui était une mauvaise idée, par exemple, alors que dans la vraie vie, c'est beaucoup plus difficile. Effectivement, on a laissé des traces, on a laissé des regrets ou des remords, et ça, c'est pas plus difficilement que le look non-binary est à la mode. Lui, j'ai 40% ou 30% de mes Gen Z dans certains pays qui se disent aimer le look non-binary, mais uniquement un quart d'entre eux qui se sentent capables de dépasser le genre qu'ils ont à la naissance, sont très à l'aise avec ce genre. Donc nous mesurons maintenant les différents degrés, nous avons séparé ce qu'est la logique identitaire de ce qui est la logique expérimentation, etc. Donc ça fait partie du travail de sous-vision, de dire on ne sait rien, et que l'année prochaine on en saura plus. Et ben voilà, rendez-vous peut-être l'année prochaine sur ces notions de genre. Michel, merci beaucoup.